Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau bilan lecture qui n'était absolument pas prévu. Les choses de la vie font que malheureusement tout ne se passe pas comme prévu. Je devais partir en vacances. Les vacances malheureusement ont dû être repoussées un petit peu. Et du coup j'ai pensé à vous, je me suis dit je vais finalement faire mon bilan lecture qui aurait dû être fait après mon retour de vacances. Et donc du coup je vais vous parler de 5 livres, voilà, et non pas 4, vu que j'ai reçu par chance un livre que je ne m'attendais pas à recevoir. Je suis inscrite sur Babelio et je participe à des masses critiques que Babelio organise à certaines périodes. Voilà. Donc pendant ces périodes, soit ils font des masses critiques pour de la non-fiction, pour de la fiction, pour de la jeunesse, voilà, etc., etc. Moi, j'ai participé à la masse critique de la non-fiction et j'ai eu la chance de recevoir ce livre, donc Comment devient-on juste, de Diane Galbaud Dufort, aux éditions Presse Universitaire de Vincennes, voilà, avec ce petit mot qui m'a été remis, dont j'ai été très contente de recevoir. Et j'ai lu ce livre qui est un livre dédié à Lucie Chevalet-Sabatier, qui a vécu une vie, pleine de richesse, j'ai envie de dire. Elle a été nommée juste parmi la nation, 14 ans après son décès, à titre posthume, parce que cette femme a sauvé pas mal de gens juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, et peut-être pas forcément juifs aussi. Elle a autant secouru des enfants que des adultes, autant dans des camps de travail que des gens qui venaient la voir dans son association, qui était l'association de la SSAE, l'association des... Alors attendez, je vais vous dire ça. Alors l'association du service social d'aide aux immigrants. Et elle a fait partie de cette association durant presque toute sa vie. Bon, sauf par rapport à sa jeunesse et puis à sa vie de jeune femme mariée. Elle en a fait partie pendant la Première Guerre mondiale, après elle en a fait partie pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant l'occupation allemande, et elle a sauvé un tas de personnes pour leur éviter les camps de concentration. Donc ne vous attendez pas à du dialogue parce qu'il n'y en a pas. Là, c'est vraiment la vie de cette femme que l'on raconte, comment elle s'est battue, comment elle a fait pour sauver un certain nombre de personnes. Et il y a dans ce livre pas mal de documents et de photos très intéressantes. Voilà, et j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Donc si vous êtes intéressé par de la non-fiction et que vous ne connaissez pas cette femme et cette période de la Seconde Guerre mondiale pendant l'occupation allemande en France, surtout, n'hésitez pas parce que c'est un très bon livre que j'ai vraiment beaucoup aimé lire. Et voilà. Donc Comment devient-on juste, de Diane Galbaud Dufort, aux éditions Presse Universitaire de Vincennes. Voilà. En second livre, j'ai lu donc le Stephen King Contes de fées aux éditions Albin Michel. Donc là, on va être dans du contemporain au début et puis on va tout doucement aller vers de la fantaisie. Vu qu'au début de cette histoire, nous sommes avec Charlie qui est très très jeune, il a 7 ans. Malheureusement, par un concours de circonstances, il va perdre sa maman et il va se retrouver seul avec son père qui va avoir beaucoup de chagrin, tellement de chagrin qu'il va commencer à boire. Son père il travaille dans une assurance et malheureusement, le fait qu'il boive ne facilite pas son travail et il va malheureusement être licencié. Alors Charlie va devoir se débrouiller seul parce que son père boit du matin au soir et du soir au matin. Et il va tout simplement prier
Voilà, lui qui n'est pas vraiment catholique, il va prier Dieu, voilà, il va lui demander tout simplement de lui rendre le père qu'il avait avant. Et s'il arrive à produire ce miracle, il lui promet qu'il fera des bonnes actions pour rembourser cette dette qu'il aura envers lui, envers Dieu. Et heureusement pour lui, le miracle va se produire. Un ancien collègue de son père va venir un jour taper à sa porte et il va se rendre compte de la situation. Et il va tout simplement sauver le père de Charlie de l'alcoolisme en l'emmenant à des réunions de AA et en devenant son parrain. Et la vie de Charlie va changer car son père va réussir à s'en sortir. Il va tout simplement retrouver du travail et voilà. Et Charlie, un jour, alors Charlie bien sûr va grandir, hein, et arrivé à l'adolescence, vers 17 ans, il va un jour, en rentrant du lycée, entendre le hurlement d'un chien. Alors ce chien hurle à la mort. Il va trouver ça très étrange, surtout que ce chien habite la maison de Psychose. Voilà, c'est une maison qui est dans la rue de Charlie, que personne n'ose approcher. C'est la maison d'une personne âgée qui est une personne, comment dire, assez grognon, qui ne s'approche pas des gens, qui reste enfermé chez lui. Voilà. Et Charlie, entendant ce chien hurler à la mort, il va penser que c'est un signe de Dieu et il va tout simplement entrer dans cette propriété pour voir ce qui se passe. Et là, il va découvrir ce vieux monsieur qui habite dans cette maison, qui est dans une situation très délicate vu qu'il vient de tomber de son échelle. Il s'est blessé à la jambe très gravement. Du coup, il va appeler une ambulance. L'ambulance va venir, il va le transporter à l'hôpital. Mais avant ça, ce vieux monsieur qui s'appelle Howard va demander à Charlie de bien vouloir s'occuper de sa chienne, Radar, qui est une chienne très âgée. Donc bien sûr, Charlie va accepter. Cette chienne va devenir sa meilleure amie et Howard va tisser des liens avec Charlie et Charlie avec... Enfin bref, des liens vont se créer entre les deux personnages. Howard est un personnage très énigmatique. Il va demander des choses étranges à Charlie. Charlie va se rendre compte que Howard lui cache beaucoup de choses, surtout une chose dans la propriété. Il y a un cabanon au fond du jardin et dans ce cabanon, il y a des bruits étranges que Charlie entend. Il trouve ça très très bizarre, mais il ne peut pas ouvrir ce cabanon car il y a un énorme cadenas et il n'a malheureusement pas la clé. Voilà. Alors le vieux monsieur, donc Howard, va réussir à rentrer chez lui pour se reposer de cette lourde opération. Et malheureusement, il y aura encore un malheur qui va se produire. Howard va tout simplement décéder. Et c'est Charlie qui va hériter de la propriété de Howard. Et il va tout simplement avoir la clé de ce cabanon. Et avec l'accord d'Howard, parce qu'il lui a laissé, un message sur un magnétophone, il va tout simplement réussir à rentrer dans ce cabanon. Et il va découvrir un puits. Et Charlie va avoir une idée absolument, pas vraiment étrange, mais il va se donner une mission par rapport à la chienne de Howard. Et avec cette chienne Radar, il va tout simplement rentrer dans un univers magique. Voilà, un univers qui supporte une malédiction. Et on va demander à Charlie non seulement... Charlie va avoir pour mission d'aider la chienne d'Howard, mais aussi on va lui demander de bien vouloir sauver ce monde fantastique, voilà, qu'a connu Howard et que connaîtra Charlie. Voilà, alors il va se passer plein de choses, plein de petites aventures. Howard va faire la rencontre de plein de personnages différents, tous avec des caractères différents. Il va devoir se plier à des règles. Et c'était une histoire très très belle. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé la complicité entre Charlie, Radar, la relation que Charlie a avec son père et aussi avec Howard. Howard qui, au final, on comprend pourquoi est-ce qu'il est aussi grognon, bougon.
On comprend pourquoi est-ce qu'il est comme ça et j'ai vraiment aimé rentrer dans ce monde fantastique créé par Stephen King, ce monde de contes de fées. Par contre, il y a, je tiens à vous dire, quelques petites longueurs en même temps. Plus de 700 pages, malheureusement, il y en a des longueurs. Mais c'est pas grave, on pardonne à Stephen King parce qu'il a, une plume magnifique et il sait raconter son histoire et voilà. Donc si vous aimez Stephen King, allez-y, n'ayez aucune crainte parce que ça a été pour moi, une très belle découverte encore. Voilà. Donc Stephen King, Contes de fées, aux éditions Albin Michel. En troisième livre, j'ai lu le livre d'Éric Emmanuel Schmitt, Le défi de Jérusalem, aux éditions, encore une fois, d'Albin Michel. Alors, on va être avec Éric Emmanuel Schmitt lui-même, qui va nous raconter son périple en Terre Sainte. Un jour, alors qu'il est en train d'écrire son livre La traversée des temps, Soleil sombre, il va être appelé par un homme qui travaille pour le Vatican. Et cet homme va lui demander s'il ne peut pas venir au Vatican et s'il ne peut pas faire un voyage en Terre Sainte. Alors, Éric Emmanuel Schmitt va être très très, comment dire, étonné de cet appel, mais il va accepter et il va tout simplement faire partie d'un groupe de pèlerins, voilà, pour tout simplement faire ce voyage. Donc il va aller à Bethléem, à Nazareth, à Césarée. Il va faire le voyage du chemin de croix que Jésus a fait. Voilà, il va marcher sur les pas de Jésus. Voilà, les différentes villes que Jésus a, je sais pas si on peut vraiment dire visiter ou, enfin voilà. Il va rencontrer et il va tout simplement marcher dans les pas de Jésus et il va nous raconter toute cette histoire, son, comment dire, les sensations, les différentes sensations qu'il a eues, son, comment dire, pas vraiment son histoire avec Dieu, mais euh, en fait, Éric Emmanuel Schmitt est athée, donc même sa famille est athée, donc du coup ils ne sont pas au fait de ce qui se passe dans les églises. En fait, ils ne sont pas vraiment, euh, c'est pas qu'ils ne sont jamais rentrés dans des églises, mais ils ne savent pas vraiment comment ça se passe dans des églises. Et quand il y a des événements, donc comme des, comment dire, comme des enterrements, des mariages, tout ça, ils ne savent pas vraiment, ils ne chantent pas, ils ne savent pas les chants des églises, voilà, des chants d'église. Donc du coup, pour lui, c'est assez étrange de faire ce périple, mais c'est aussi, il va, comment expliquer ça? Il va se sentir bien pour faire ce voyage. Voilà, il va se remettre en question. Il va se poser beaucoup de questions donc par rapport à Jésus. Voilà, tout ce que Jésus a fait. Par rapport à la mère de Jésus, il va se poser des questions. Il va aussi se poser des questions donc après la mort de Jésus, par rapport à ses apôtres, voilà, qui ont fait valoir la voix de Jésus. Euh, voilà. Et on va suivre toute cette histoire, tout ce périple. Et ça a été pour moi une très belle histoire. Alors bien évidemment, Éric Emmanuel Schmitt a une très très belle plume. Le côté religieux est fort hein, dans cette histoire parce qu'il va nous parler aussi du christianisme, du judaïsme, de la religion musulmane, de ce qui se passe vraiment, de cette guerre entre ces différentes religions. Et il va tout simplement faire une rencontre qui va tout simplement, enfin peut-être pas changer sa vie, mais il va rencontrer le pape François, voilà, qui va discuter avec lui pendant quelques temps. Et il va lui mettre une postface dans ce livre, qui est une très belle postface. Et voilà. Donc si vous aimez Éric Emmanuel Schmitt et sa plume, lisez ce livre parce que c'est un très beau livre. Alors même si vous n'êtes pas vraiment très religieux, c'est pas vraiment ça qui compte en fait. C'est la façon dont Éric Emmanuel Schmitt raconte son histoire parce qu'il a une plume magnifique.
une plume qui nous... comment expliquer ça? Qui nous amène avec lui par rapport à ce périple. Moi, j'ai beaucoup aimé la façon dont il a raconté euh, quand il a marché sur le chemin de croix. Voilà, comment dire, il a pas revécu ce que Jésus a vécu, mais il a imaginé ce que Jésus a vécu. Et en fait, il nous le raconte d'une façon tellement magnifique que on a l'impression d'y être en fait. Et c'est juste sublime. Et moi, j'adore ça. De toute façon, j'adore cet auteur. C'est un de mes auteurs chouchous. Donc je continuais à lire ses livres et j'étais très contente de lire celui-là. Donc, Éric Emmanuel Schmitt, Le défi de Jérusalem, aux éditions Albin Michel. Ensuite, j'ai lu le Sherlock Holmes, La Veuve Rouge, qui est la première nouvelle, et la deuxième qui s'intitule, je vais vous le dire tout de suite, L'anneau de Donna Maria. Alors, la première nouvelle, j'ai vraiment beaucoup aimé, enfin j'ai bien aimé. La deuxième, par contre, c'était un petit peu plus compliqué. Pour vous les raconter, ça va être un petit peu long. Donc du coup, je vais éviter de le faire pour pas trop vous agacer avec ça. Tout ce que vous devez savoir, c'est que j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment. Comme je vous l'ai dit, surtout avec la première. La deuxième, un petit peu moins. Bon, c'est plus écrit par Arthur Conan Doyle, donc voilà. Mais parce que comme j'ai acheté les livres, du coup je me fais un droit de les lire et un devoir de les lire parce que pour pas que je les ai achetés pour rien, tout simplement. Mais voilà, donc si vous avez envie de lire du Sherlock Holmes, mais vraiment d'Arthur Conan Doyle, je vous conseille les premiers d'Arthur Conan Doyle. Ceux-là sont bien, mais on sent que c'est plus sa plume, tout simplement, parce qu'on a Sherlock Holmes qui a toujours autant de, comment dire, de flair par rapport à ses enquêtes. Mais on n'est plus avec Watson, voilà. Et on n'est plus avec sa fidèle servante. Alors je sais plus son prénom par contre à cette servante. Et du coup ça enlève du charme aux histoires. Mais voilà, comme je vous dis, je me fais un devoir de les lire parce que je les ai achetés et que ça me ferait mal de pas les lire. Voilà. Donc Sherlock Holmes, La Veuve Rouge et la deuxième histoire, L'anneau de Donna Maria. Voilà. Et en dernier, j'ai lu le livre de Sophie Talmen, Là où le bonheur se respire, aux éditions encore Albin Michel. Alors, cette histoire, j'ai aimé. J'ai vraiment bien aimé cette histoire. C'est une histoire doudou. Voilà, une histoire qu'on peut lire sur la plage quand vous êtes en vacances. Vous prenez ce livre-là, il n'est pas très compliqué à comprendre. L'histoire est bien, les personnages sont attachants. Il y a une petite histoire d'amour. Sauf que moi, l'histoire d'amour, j'ai pas... Alors, c'est pas que j'ai pas compris, mais c'est les attitudes que j'ai pas vraiment compris par rapport à cette histoire d'amour. Bon, après, l'histoire d'amour en elle-même, elle est belle. Je ne dis pas le contraire. Donc dans cette histoire, on va être avec Lily, qui est une apprentie parfumeuse, qui est la sœur de Clarisse, qui, elle, vit sur l'île de Ouessant. Voilà, elle a toujours vécu là, même Lily, hein, mais sauf que Lily, elle a besoin de... Elle aime pas vivre sur cette île, elle a besoin de plus d'air, elle se sent compressée sur cette île. Donc du coup, il faut qu'elle aille dans des plus grandes villes, voilà, comme Bruxelles, comme Brest, voilà. Elle aime mieux quand c'est des grandes villes que sur son île de Ouessant. Sa sœur Clarisse va malheureusement avoir un accident de cheval qui est très très grave, qui va tout simplement alors pas la paralyser, mais va y avoir une rééducation à faire. Voilà, elle va avoir de l'orthophonie à faire parce qu'elle a du mal à remettre les mots en place. Au niveau de ses jambes aussi, enfin, il y a tout un processus qui va devoir être fait. Et Lily, elle a du mal à voir sa sœur comme ça. Elle sent qu'il y a quelque chose qui va pas depuis l'accident. Elle ne voit plus l'étincelle dans les yeux de sa sœur, cette petite étincelle qu'elle aimait chez sa sœur, elle ne la voit plus.
et du coup, elle a mal pour elle et elle va, tout simplement essayer de trouver une solution pour essayer de ramener sa sœur à la vie, si on peut dire ça comme ça. Donc du coup, elle va ramener tous les objets que sa sœur est susceptible, d'aimer et aussi toutes les odeurs qui pourraient lui rappeler, l'île d'Ouessant. Elle pense que ça pourrait être thérapeutique pour elle, et la ramener, voilà, comme elle était avant. Et Lily va revoir un ancien, de son lycée qui s'appelle Evan et qui va s'occuper de Clarisse parce qu'il est, en études de médecine, voilà, il est en stage, à l'hôpital de Brest et c'est lui qui va s'occuper de Clarisse et Evan est un personnage que j'ai vraiment beaucoup aimé parce qu'il a de l'empathie, parce que, hem, comment expliquer? Dès qu'il voit des patients, en fait, il arrive à leur redonner le sourire. Voilà. Il arrive à les faire rire alors que, bah, ils sont au plus mal. Et ça, c'est extraordinaire. C'est vraiment un don qu'il a et il va s'occuper de Clarisse et il va, revoir Lily et vous vous doutez bien qu'entre Evan et Lily, il va y avoir cette fameuse histoire d'amour que moi j'ai eu un peu de mal à comprendre au départ. Voilà, parce que comment dire? Pas le coup de foudre, parce qu'on peut pas vraiment dire que c'est un coup de foudre, parce qu'au départ, Lily, elle aime pas Evan. On sent que il s'est passé quelque chose, pendant cette période de lycée. Hem Et Lily est un peu en colère, enfin un peu beaucoup même en colère contre Evan. Et Evan, lui, ne se souvient plus trop d'elle. Et à un moment donné, dans l'histoire, il va se rappeler d'elle et il va essayer de se racheter par rapport à Lily, en tout simplement lui donnant des nouvelles de sa sœur. Et je sais pas comment de «je te déteste» à «je t'aime», voilà, comment ça je sais pas, j'ai pas compris pourquoi d'un seul coup, Lily a changé d'avis. Elle, heu, comme je vous l'ai dit, de «je te déteste», elle va finir par l'aimer, mais vraiment, les 2 ne vont plus réussir à se décrocher l'un de l'autre. Ça va être comme un coup de foudre, heu, pas au ralenti, mais comment dire? Comment on dit? Pas à rebours? Oui, peut-être à rebours. Enfin, je sais pas comment on peut dire ça, mais voilà. Ça va être très étrange et moi j'ai eu du mal avec, cette histoire d'amour. Bon après, l'histoire d'amour en elle-même est très, très belle, hein. Mais voilà. Et ça a été une très, très bonne histoire pour moi. Alors comme je vous ai dit, j'ai adoré les personnages, surtout le personnage d'Evan qui est un excellent personnage et j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. La plume de l'autrice est très belle aussi, ouais, on se sent bien dans cette plume, ça se lit très rapidement. Voilà, il ne fait que un peu plus de 300, non, même pas 300 pages. Non, même pas 300 pages, 277 pages, ça va. Donc comme je vous l'ai dit, c'est une lecture qu'on peut lire, sur la plage pendant les vacances. Ça, c'est une lecture typique de vacances. Donc si vous avez déjà lu Sophie Tallmen et que vous aimez cette autrice et que vous avez peut-être envie de relire un de ses romans, ben écoutez, je vous le conseille. Si jamais vous n'avez jamais lu de Sophie Tallmen, bah écoutez, allez-y, voilà, c'est une très bonne lecture. Et puis c'est tout, voilà. Donc Là où le bonheur se respire de Sophie Tallmen aux éditions Albin Michel. Voilà, donc voilà, mon bilan lecture est terminé. Ce bilan lecture qui ne devait pas être. Je suis en train de lire le Lucinda Riley, La sœur de la tempête, le tome 2. Voilà, aux éditions Livre de Poche. Et après, je ne sais pas ce que je lirai, parce que normalement, après, je serai en vacances. Donc, vous me reverrez quand je reviendrai de vacances. Donc, je vous souhaite à tous un très bon week-end. Peut-être de très bonnes vacances pour ceux qui ont eu la chance de partir. Moi, ça ne devrait pas tarder. Si tout va bien, on va croiser les doigts, les pieds, les orteils, enfin tout ce que vous voulez. Croisez tout ce que vous voulez pour moi. Priez surtout pour que ma voiture soit réparée à temps et qu'on puisse partir. Et voilà, et donc je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis donc à plus tard. Bye bye.